Ça, c'était donc j'étais à l'époque au ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie. Donc j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, et ensuite j'ai été auprès de notamment d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères dans le gouvernement d'Alain Juppé, donc sous la présidence de Chirac. Donc je n'ai jamais nié. Pourquoi le nierais-je d'ailleurs? Je n'ai absolument aucune honte à avoir l'idée que j'avais. C'est-à-dire que j'ai été dans ce qu'on appelle la droite parlementaire, etc. D'ailleurs, je n'étais pas élu, j'étais dans un cabinet ministériel. Simplement, je trouve ça peut faire peur à des électeurs de gauche, ça? Ben écoutez, vous croyez, si je compare ce qu'était la présidence de Jacques Chirac à ce qu'est la présidence de Macron, eh bien si Chirac et si Alain Juppé étaient de droite, alors aujourd'hui on est de l'extrême droite. Parce que sous Chirac, je suis désolé, on ne soutenait pas, on ne faisait pas des guerres illégales au Moyen-Orient. Sous Chirac, Chirac s'était opposé à la guerre en Irak. S'était opposé aux États-Unis. Chirac, les gens pouvaient manifester sans qu'il y ait des éborgnés, des gens mutilés à vie. Sous Chirac, on ne démolissait pas le droit du travail. Sous Chirac, on ne privatisait pas à outrance la Française des Jeux et des choses comme ça, ce qui est un scandale absolu. On est en train de priver le patrimoine des Français. Donc si ça, c'était de la droite, eh bien je persiste et signe aujourd'hui. Et je pèse mes mots, nous avons affaire au gouvernement le plus à l'extrême droite depuis Pétain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez vu au Chili, lorsqu'il y a eu des manifestations, ce sont des séides de Pinochet qui ont cité en modèle la répression qui est menée en France contre les Gilets jaunes. Je trouve d'ailleurs absolument incroyable, on est dans un univers invraisemblable, où vous avez le Quai d'Orsay en France qui proteste parce que, paraît-il que lorsqu'il y a des manifestations à Hong Kong, au Chili, etc., la France donne des leçons de morale sur le fait qu'il faudrait laisser manifester les gens, ils sont contre la répression. Mais je suis désolé, mais la répression qu'il y a en France, elle est absolument scandaleuse. Je persiste ici. Nous avons aujourd'hui un gouvernement extrême droite, de telle sorte que tous les gens de gauche qui ont voté pour ce gouvernement-là se portent une lourde responsabilité. Merci François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Vous la soutenez, cette grève? Oui. Pourquoi? Vous y étiez? D'abord, j'y étais, enfin pas seulement moi. Nous avons des adhérents et des militants qui sont venus le 5 décembre et puis cet après-midi à Paris. Et puis nous avons dans toute la France, on ne compte plus les villes où nous avons des adhérents et des militants qui ont manifesté. Parfois, nous étions plusieurs centaines à Paris le 5 décembre. Aujourd'hui, on était moins nombreux. On la soutient pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. On s'attaque désormais au vif, c'est-à-dire on s'attaque au niveau de vie des retraités. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire grève? Vous Bloquer les Français? Oui, alors ça, d'abord, n'est pas la responsabilité d'un parti politique. Ce sont les syndicats qui ont décidé de faire ça. Et donc, un parti politique, il doit prendre ses responsabilités. Ou on soutient, ou on ne soutient pas. Donc vous soutenez? Nous, on soutient parce que c'est vrai que ça pose des problèmes. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le dire. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit la meilleure date, par exemple, alors qu'on va arriver auprès des fêtes de fin d'année, alors qu'il fait froid, qu'il pleut, que les gens ont Mais ça aurait été la même chose de toute façon tout le reste de l'année. C'est un peu une prise d'otage pour les Français. Il y en a qui ne peuvent pas se rendre, par exemple, chez eux ou au travail. Oui, mais ça, c'est le discours habituel que l'on entend, notamment des gens qui sont opposés aux grèves. Mais comment voulez-vous Oui, mais c'est vrai, c'est pas le discours habituel. Oui, mais habituel, comment voulez-vous que les gens se fassent entendre? Vous voulez qu'ils fassent comment pour se faire entendre lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen pour se faire entendre? C'est ça le problème. Ils peuvent manifester sans bloquer les transports. Ah oui, les grèves à la japonaise, je fais grève, mais en fait je travaille, je mets simplement un truc comme quoi je fais grève. Non, c'est pas le truc à la française. Il y a effectivement, ça gêne des gens, ça c'est tout à fait exact. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement prend les Français en otage, justement, en usant de tous les moyens possibles et imaginables, y compris d'ailleurs en remettant en cause le droit de grève et le droit de manifester par des violences policières absolument inadmissibles? Là, il y en a pas eu des violences policières pendant ces manifestations? Il n'y en a pas eu, sauf le 5 décembre, il y en a quand même eu quelques-unes à la République, mais là, il n'y en a pas eu, peut-être parce qu'on s'est aperçu que là, il y avait les grands syndicats et qu'on ne pouvait quand même pas énucléer. Voilà. D'ailleurs, on a une question à ce propos de Anthony sur Twitter qui demande comment expliquer la répression pendant certaines manifestations dans la 5e République. Est-ce que, selon vous, les puissants ont peur? C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui est Anthony, mais je pense que c'est une très très bonne question. Je rappelle que pendant les événements de mai 68, où il y avait eu 25 millions de grévistes, où ça avait été la 5e République avait failli vaciller, De Gaulle avait failli quitter le pouvoir, le bilan général des événements de mai 68, ça a été 3 morts. Voilà. D'ailleurs, des morts par accident, des choses comme ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des rumeurs. Il y a eu plusieurs morts en France. Alors, vous savez, là, par exemple, cette personne à Marseille qui est morte, qui a reçu une LBD ou je sais pas quoi, elle était à son balcon à Marseille. Nous avons des dizaines et des dizaines de blessés, des gens mutilés à vie. Et effectivement, la question que pose Anthony est bonne. Moi, je n'ai pas entendu, enfin, je me trompe peut-être, mais je n'ai jamais entendre parler de Black Bloc, n'est-ce pas, ou d'Antifa qui étaient énucléés.
Moi, les seuls qui ont été énucléés, qui ont perdu une main, qui ont été mutilés à vie, ce sont des gilets jaunes, c'est-à-dire les Français de base. Moi, je m'interroge, je me dis comment ça se fait, et ça alimente évidemment les rumeurs les plus insistantes sur le fait que il y a un certain nombre de personnes qui font des casseurs, comme on dit, en fin de cortège, pour essayer d'impressionner dans les provinces profondes où les gens se disent, oh là là, c'est très grave. Je m'interroge. Pour ce qui me concerne, je ne souhaite aucune violence et je souhaite qu'on laisse le droit aux gens de manifester. Maintenant, il est bien évident, effectivement. Ils ont le droit de manifester, mais dans un certain cadre. Enfin là, bloquer jusqu'au 20 décembre ou même plus les Français, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais encore une fois, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Je ne sais pas. proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives à cette grève? Écoutez, moi, Ou alors faire grève, par exemple, en bloquant Matignon, en allant bloquer l'Élysée. Oui, mais alors là, pour le coup, vous verriez les violences policières qu'il y aurait. Parce que ce que joue le gouvernement, c'est évidemment le pourrissement, en espérant que ça va rendre la grève impopulaire. C'est bien entendu la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Vous voulez que les gens s'automutilent? Vous voulez que les gens... On a eu cette affaire épouvantable d'un jeune étudiant qui s'est immolé par le feu, vous l'avez vu à Lyon, en mettant en cause d'ailleurs directement... Laissez-moi terminer. En mettant en cause directement l'affaire du Crous, l'affaire des subventions aux jeunes étudiants, et en mettant directement d'ailleurs en cause l'Union européenne. Vous avez vu comment tout ça a été passé sous le tapis. Surtout pas parler de l'Union européenne. Il faut faire grève, très bien, mais Philippe Martinez, par exemple, le secrétaire général de la CGT, a assuré qu'il tiendrait jusqu'au retrait du projet de réforme. C'est-à-dire qu'il n'est plus ouvert à la discussion. Donc comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, il faut que le gouvernement retire le projet de réforme. Oui, mais il faut une réforme de tout. Mais attendez, est-ce que M. Macron a été élu sur ce programme? Est-ce que... Moi, je rappelle, Macron... Donc ça veut dire que s'il n'y a pas la réforme dans le programme, il ne peut pas la faire. Il n'a aucune légitimité, Macron, pour faire ça. Macron a été élu par une oligarchie qui l'a promu médiatiquement. Macron, d'abord, il a été élu par un électorat. Oui, mais en disant... Vous savez sur quel programme? Pensez printemps, les amis. Voilà. Et les Français ont vu en boucle, pensez printemps, les amis, oh, il est joli, il est beau, il a eu droit à 183 couvertures dans les grands magazines. Il n'a jamais été élu en disant la vérité aux Français. Celui qui disait la vérité aux Français, c'était qui? C'était moi. C'était moi qui avais dit, si on reste dans l'Union européenne, on va s'attaquer aux retraites. On m'a traité complotiste, conspirationniste. Voilà. Macron n'a aucune légitimité pour ça. J'ajoute que M. Delevoye, dont on apprend qu'il était dans une institution d'assurance, c'est-à-dire qu'il était partie prenante sur ces questions de retraite, a été nommé par le gouvernement. Vous avez vu juste après. Vous avez vu que c'est sorti dans la presse. Il a démissionné en catastrophe, mais c'est trop tard de démissionner. Le rapport a été remis. Vous savez, normalement... On en parlera juste dans la partie suivante. On a besoin d'avancer dans l'émission. C'est dommage, parce que j'ai été bien lancé, que je vais terminer quand même. La Haute Autorité pour la Transparence, si elle saisit le procureur de la République, et s'il s'aperçoit qu'il y a conflit d'intérêts, il risque entre 3 ans de prison, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Est-ce que c'est normal que ce monsieur soit chargé de... 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h. Bonsoir, François Asselineau. Est-ce qu'on peut arriver à un accord entre les manifestants et le gouvernement? Mais je n'en sais rien. C'est pas moi qui suis sur la table des négociations. Moi, si j'étais sur la table des négociations et si en tout cas j'étais les Français représentaient le peuple français, je dirais pas d'accord. Retrait du projet. Parce que c'est un projet qui est illégitime depuis le départ. Jamais il n'a figuré dans le programme de Macron. La seule issue possible, selon vous, c'est le retrait de la réforme. Oui, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a déjà eu des... Deuxièmement, regardez ce que disent les économistes. Il y a eu un projet... M. Jospin, quand il était Premier ministre, avait constitué un fonds pour les retraites. 35 milliards d'euros qui ont été mis de côté. Les régimes spéciaux ont mis 115 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on sait qu'actuellement, il y a une cagnotte de 150 milliards d'euros pour le financement des retraites. On nous impose une retraite dont la réforme devrait économiser 5 milliards d'euros. On se moque de qui? J'ajoute qu'il y a d'autres fonds qui sont derrière. Quelle est l'origine de ce problème? L'origine, c'est que ça n'est pas Macron qui l'a décidé, ça fait partie du rapport des grandes orientations des politiques économiques publié chaque année par la Commission européenne destiné à la France. Et quels sont les inspirateurs de la Commission européenne? C'est un institut, notamment l'IFRAP. Je vous conseille d'aller regarder un excellent article qui a été fait par vos confrères du magazine Marianne, qui a démasqué ce que c'était que l'IFRAP. C'est un organisme de lobbying, financé d'ailleurs par la 105e fortune française, des gens qui n'ont absolument aucune vocation, c'est pas du tout des chercheurs, et qui font du lobbying pour promouvoir, quoi, en définitive? La privatisation du système de retraite. Les retraites en France, vous disiez que Macron n'a aucune légitimité à faire cette réforme. Aujourd'hui en France, elles ne doivent
absolument pas être réformées, les retraites? Non, et on a l'argent. D'ailleurs, si on veut assurer la soutenabilité financière sur long terme, d'abord, c'est ce qu'avait fait Jospin. Rappelez-vous ce qu'a fait Jospin. Renseignez-vous sur les analyses alternatives. Deuxièmement, pour financer les retraites, il y a d'autres moyens. Par exemple, il faut augmenter le taux d'employabilité en France. C'est-à-dire qu'il faut rapatrier de l'emploi en France. Si on avait 1 million de chômeurs en moins, on aurait plus d'emplois, on aurait plus de cotisants et donc on financerait très facilement les retraites. Et pourquoi on a tant de chômage? Et pourquoi on n'arrive pas à vaincre le chômage? Eh bien, nous sommes cohérents. C'est parce que nous avons une monnaie beaucoup trop surévaluée d'une part. Mais et deuxièmement, aujourd'hui, la France, elle a changé. On est beaucoup plus nombreux, on vit beaucoup plus longtemps. On va pouvoir continuer à pouvoir. Oui, je sais que M. Attali avait d'ailleurs conseillé de ne pas se procéder à l'euthanasie des personnes âgées ou de 65 ans. On va pouvoir parce que ça coûtait trop cher. continuer à payer les retraites de cette manière pendant 30, 50 ans? Oui, tout à fait. Si nous avons plus d'emplois, il n'y a pas de problème de financement des retraites à court terme. Donc, il n'y a rien à changer dans notre système de retraite aujourd'hui? Non, il n'y a rien à changer dans le système de retraite aujourd'hui. Ce qui se cache derrière, c'est les appétits d'une oligarchie financière qui veut mettre fin au modèle social français, qui veut avoir des retraites par capitalisation et donc le système des assurances de M. Delevoye et qui lorgne là-dessus. Et je suis très cohérent depuis des années dans le programme présidentiel que j'avais prévu, nous voulions inscrire dans la Constitution française l'irrévocabilité du système des retraites par répartition de solidarité entre les tranches d'âge. J'aimerais vous demander, François Asselineau, un travailleur du secteur public, sa retraite, elle est calculée sur les 6 derniers mois de travail. Quelqu'un qui est du secteur privé sur ses 25 dernières années de travail et un agriculteur sur toute sa vie. Est-ce que ça doit changer, oui ou non, François Asselineau? Pas forcément. D'abord, ce genre de discours est un discours, ça me fait penser au discours à la Zemmour, qui consiste en permanence à essayer de diviser les Français, au lieu de les rassembler. Oui, les systèmes de retraite, il y a 45... On n'essaie pas de diviser les Français, on essaie de comprendre comment est-ce qu'au contraire, on peut arriver à quelque chose de plus égalitaire. Mais est-ce que les Français se plaignent? Est-ce qu'il y avait une demande de modifier les retraites? La réponse est non. Donc les agriculteurs étaient dans la rue il y a encore pas très longtemps, vu que leur niveau de vie, leurs conditions sont très compliquées. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec les retraites. Le problème des agriculteurs qui effectivement, il y a un taux de suicide chez les agriculteurs qui est épouvantable. Vous avez le nombre d'agriculteurs familiaux qui disparaît tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec le système des retraites. Ça a tout à voir, en revanche, avec les traités internationaux, le fait que les agriculteurs sont mis dans une situation où ils doivent être compétitifs avec des économies, avec des agricultures extraordinairement productivistes, comme par exemple l'Ouest canadien. Un agriculteur qui gagne 1100 euros par mois toute sa vie et qui doit se retrouver donc avec entre 400 et 600 euros par mois pour sa retraite, c'est suffisant? Non, c'est pas forcément suffisant, mais je vous donc comment est-ce qu'on change ça? Il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagnent beaucoup moins que 1000 euros. Hein. Et vous avez 60% des agriculteurs, je crois, qui gagnent en dessous du SMIC. Vous avez des agriculteurs qui gagnent une misère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Mais nous, ce que nous voulons, c'est justement en finir avec les accords de libre-échange, style le CETA, le TAFTA, le Mercosur, etc., qui, soit dit en passant d'ailleurs, sont productrices d'énormément de production de gaz à effet de serre et de pollution de l'environnement. Ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons de morale sur le réchauffement climatique et qui, par ailleurs, promeuvent un modèle économique qui consiste à faire fabriquer à l'autre bout du monde des artichauts, des oignons, des téléphones portables, etc. Donc ce que nous disons, mais là c'est un tout autre problème que celui des retraites, c'est le problème du modèle de la mondialisation prétendument inévitable contre laquelle nous voulons revenir. Merci François. Écoutez, moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait déjà un référendum pour savoir si les Français ont envie de rester dans la construction européenne. Parce qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Mais alors pour rester sur les Britanniques, il faut une sortie sans accord? Mais on verra. Normalement, il y a un accord qui a été trouvé par Boris Johnson. C'est sans doute pas le meilleur accord, mais c'est un accord qui est bien meilleur que l'accord que Theresa May avait fait semblant de négocier. Donc je pense qu'il va y avoir, il y a cette affaire lancinante du backstop irlandais que nous n'aurions pas si nous sortions de l'Union européenne. Donc on va voir. Il faut espérer qu'il va y avoir cet accord. De toute façon, je vais vous dire. Une fois qu'un pays sera sorti de l'Union européenne, je vais vous faire un grand secret. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera frontalière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse et de l'Espagne. Voilà. Donc, de toute façon, nous aurons des relations avec ces pays-là. Et vous ne croyez surtout pas un instant que ces pays vont nous boycotter, si peu que ce soit. Ce n'est pas possible. Vous avez des échanges interentreprises. Vous avez les Britanniques vont continuer à acheter du cognac français. Les Allemands vont continuer à acheter du champagne. Et puis nous allons continuer à acheter du whisky, etc. Donc les échanges continueront. Il faut arrêter le Project Fear, comme disaient les Britanniques qui étaient partisans du Brexit. C'est-à-dire que les opposants n'ont de cesse que d'agiter des peurs ancestrales sur l'idée que ça deviendrait la Corée du Nord. Non. Ce que j'espère avec le Brexit, c'est que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne le 31 décembre, le 31 janvier, j'espère que ça aura lieu, eh bien que les peuples d'Europe, et notamment les Français, vont se rendre compte qu'on leur a
raconter des carabistouilles et que finalement, eh bien, le Royaume-Uni, quelques semaines, quelques mois et quelques années après, se porte beaucoup mieux en étant sorti de l'Union européenne. Axel Rebouin. Ce que je sais, Il n'y a moi... pas de croissance dans l'Union européenne. La lanterne rouge de la croissance mondiale. Hein. L'Union européenne, ça depuis la création de l'euro, nous sommes la lanterne rouge de la croissance mondiale. Ce que je sais, c'est que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle économisera au minimum 9 à 10 milliards d'euros de plus. C'est ce que nous donnons en plus chaque année à l'Union européenne par rapport à ce que nous en recevons. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, il y a un manque à gagner de 14 milliards d'euros et on va se tourner vers qui? Vers les pays contributeurs nets, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. C'est-à-dire que notre budget, ce que nous allons donner, va passer de 9-10 milliards à peut-être 14 milliards d'euros chaque année. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente quand on prétend économiser 5 milliards d'euros sur les retraites? Merci François Asselineau. Merci.